109 ans après, il n'est plus. 109 ans après, que retient-on de ce combattant, ce militant pour l'indépendance du Cameroun 109 ans après, et qu'est-ce que nous pouvons retenir de son parcours, de ses luttes et surtout de l'idéologie que nous avons, en tout cas que les Camerounais ont eu à ce moment-là, et surtout son rapport à la colonisation allemande, qu'il s'agisse du Cameroun avec K ou du Cameroun avec CA. Fidèles téléspectateurs de Wafrika TV, bonsoir et bienvenue dans cet entretien. À l'occasion, nous allons échanger sur 109 ans après le décès de son parti, son idéologie et surtout son rapport à la colonisation allemande. Et pour ce faire, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau Étienne Seignou. Bonsoir Étienne Seignou. Bonsoir. Et merci de répondre aux questions de Wafrika TV. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité. Vous permettez de venir parler de cet homme sur qui ont été basés mes travaux universitaires, une partie en tout cas, puisque j'ai travaillé sur les luttes nationalistes, comment les Camerounais ont combattu le système colonial ici. Et donc il faisait partie de cette phase-là. D'accord. Le canevas de l'entretien, il est simple. On va commencer à parler d'abord de l'homme, Ruben Oumniobé. Ensuite, son rapport avec la colonisation coloniale et surtout de savoir, surtout pour la jeune génération, est-ce qu'il y avait des écrits qu'on pouvait transmettre, qu'on peut transmettre aujourd'hui sur la figure politique Ruben Oumniobé. C'est à peu près comme ça que nous allons meubler, n'est-ce pas, notre entretien. Alors là, d'entrée de jeu, c'est Douala Mangabel. Oui, Douala Mangabel, pardon. Douala Mangabel, merci. Alors, d'entrée de jeu, qui est Douala Mangabel? Oui, Douala Mangabel, sur le plan traditionnel, c'est un chef supérieur Douala, de la côte, qui est né dans la seconde moitié du 19e siècle et qui est mort en 1914, comme on le sait, qui a grandi en Allemagne, qui a fait ses études là-bas et qui faisait partie des Camerounais cultivés, qui causaient l'allemand couramment, comme sa langue le Douala, un chef supérieur, qui est mort dans la quarantaine. Et ce qui le distingue particulièrement, c'est la lutte véritablement de résistance qu'il a lancée contre l'autorité coloniale allemande ici au Cameroun. Donc, à travers la lutte contre l'expropriation des terres. Ça, c'est sa figure de marque. Et il est considéré comme le père du nationalisme camerounais. On peut le considérer comme, parce que je ne peux pas être le père du nationalisme camerounais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, en premier, émet l'idée de réunir l'ensemble des chefs des autres localités du Cameroun pour un plan de renversement du système colonial allemand au Cameroun. C'est lui qui en est le concepteur. Il rencontre même les chefs des autres localités, comme le roi Njoya et certains chefs de l'Ouest. Voilà. En gros, c'est ça Douala Mangabel du point de vue politique. Voilà, du point de vue politique et traditionnaliste. Voilà. Quelle était la vision de Douala Mangabel pour le Cameroun? Sa vision était une vision d'indépendance, parce que quand il se rend compte, quand il découvre le vrai visage du pouvoir allemand, de ce que c'est que les colons, la colonisation, le système colonial, il comprend que ce n'est pas un système fait pour aider les colonisés, contrairement au discours officiel que l'on prône. On dit, bon, on vient vous aider, on vient vous apporter. Ils vont comprendre que non. C'est un système fondamentalement raciste, c'est un système d'inégalité, c'est un système d'exploitation et de domination. Et il va être très déçu. Voilà ce qui va justifier sa révolte, alors qu'il était mieux placé pour servir les intérêts des Allemands. Mais c'est ce qu'il pensait. Et il pensait que c'était l'amitié, c'était effectivement ça. Mais après, quand on se rend compte que comment les gens qui disaient venir nous aider peuvent nous demander de dégager de nos terres, où nos ancêtres ont été, fait la ségrégation, parce que la politique d'expropriation que les Allemands voulaient faire au Cameroun, c'était de séparer. Ils voulaient chasser les Douala du plateau Jos, c'est-à-dire Bonanjo. Ils les ont renvoyés au niveau, le quartier qu'on appelle Newbel. C'est là-bas qu'on devait délocaliser les Douala.
Or, En parenthèse, est-ce qu'il n'était pas aidé par peut-être ses frères pour... quand je dis aider, est-ce que les Allemands n'avaient pas l'aide de son entourage, par exemple, par rapport aux intentions malveillantes des Allemands que vous avez révélées tout à l'heure? forcément, puisque je vous ai dit que lui-même était d'abord l'ami des Allemands, tout comme Manté Paul Samba. Manté Paul Samba collaborait avec les Allemands. C'est après qu'ils se révoltent. La plupart de ces chefs étaient avec eux. Donc, mais lorsque Don Mangabel lance le mouvement de résistance, là, quasiment tous les doigts là sont avec lui. Les Allemands n'ont rien compris. Le système de renseignement, on espionnait les Allemands, on venait de les renseignements à Don Mangabel. Il a envoyé son émissaire Ngosodine en Allemagne pour faire le lobbying au niveau du Parlement, jusqu'à ce qu'ils ont eu une certaine victoire au niveau du Parlement. Le Parlement a ordonné l'arrêt du processus de déguerpissement. Mais c'est après qu'à travers aussi un autre lobby de la droite allemande, ils ont pu imposer au gouvernement et au Parlement de continuer la politique de déguerpissement des populations. D'accord. Etienne Seynou, héritage, quel est l'héritage qu'on peut avoir de Douala Mangabel et de la colonisation allemande? Quel héritage? L'héritage de Douala Mangabel, c'est simplement la lutte qu'il a lancée, qu'il a initiée, c'est-à-dire lutter contre une politique où on déguerpit les gens de façon... Et ça se passe jusqu'aujourd'hui, il y a des déguerpissements. Vous voyez ce que les problèmes que ça cause avec les affaires de Dicolo et tout. Tout à fait. Ça existe toujours. Et ça existe pourquoi? Parce que le pouvoir colonial allemand qui était là est parti, a été remplacé par le pouvoir anglais et français. Et quand ces deux pouvoirs sont partis, ça a été remplacé par l'État du Cameroun actuel. Donc c'est pratiquement le même esprit. Lorsque l'État constate qu'il y a une zone est une zone d'intérêt peut-être général, peut-être s'il y a une richesse à exploiter là-bas, mais les populations de là vont être déguerpies. On peut dire que c'est de droit en fait. Mais les populations locales qui vivent là ne comprennent pas ça. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que on a mis les populations camerounaises, comme la plupart des pays africains, dans des territoires tracés par la puissance coloniale. Qui ne prennent pas en compte... qui ne tiennent pas compte des réalités culturelles et des populations telles qu'elles étaient disposées avant l'arrivée de la puissance coloniale. Donc ça fait donc que le pouvoir qui est au-dessus prend possession du territoire et l'administre sur le territoire comme bon lui semble. Et c'est de droit. Ce n'est pas seulement ici que ça se passe comme ça, même en Europe, même dans des pays aux États-Unis, si on découvre le pétrole dans un sous-sol, on va chasser tous les gens qui sont là. Mais maintenant, le problème maintenant, c'est le dédommagement. Mais sauf que dans la bataille de Mangabel, ce n'est pas une affaire de dédommagement, c'était une affaire de lieu de résistance, de résidence ancestrale. Et bien positionné sur le plateau, où ils pratiquaient le système de troc avec les populations de l'intérieur. Et si on les délocalisait, ça devait poser problème. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et dans les accords, c'est une précision très claire et qui justifie la bataille de Douala Mangabel sur le plan du droit. Dans les termes du traité Germano-Douala, il était bien stipulé que les terres où se trouvent les populations actuellement doivent rester la propriété de leurs possesseurs et de leurs descendants. C'était les restrictions qu'on avait, mises dans le traité Germano-Douala. Les Allemands n'ont pas respecté. Voilà. Okay. Est-ce qu'il existe, question à deux volets, est-ce qu'il existe des écrits sur Douala Mangabel? Bien sûr. Est-ce qu'ils sont enseignés? Est-ce que vous avez le sentiment que ces écrits sont enseignés? Oui, sur ce plan, non. Là, il y a je ne sais pas si c'est une révélation, mais en réalité, il y a un livre au programme sur Douala Mangabel. Ngumba Djamea, je crois que c'est en première ou en terminale, une œuvre théâtrale, qui est le récit de son procès. Du procès qui a conduit à son exécution en 1914, le 8 août 1914. Le livre est au programme, donc ce n'est pas... Donc l'État réhabilite en fait Douala Mangabel dans ses droits. Voilà. Pour lui au moins c'est fait. Bon, c'est pour les autres nationalistes qu'on attend. Les lois Nobel et tout. Okay. Bon, c'est l'État qui décide, nous ne pouvons pas imposer quoi que ce soit. Et oui, ça c'est pour ce plan-là, c'est enseigné, c'est au programme même. Donc vous savez, quand une œuvre au programme, ça veut dire que l'État accepte ce qui est dans le contenu.
L'État est d'accord. Et donc, que l'État, ça dit que l'État n'a pas un problème avec cette question-là. Voilà. Alors, je voudrais que nous parlions en parenthèse du rapport entre la colonisation allemande au Cameroun et la colonisation française. Même si certains estiment qu'on ne parle pas de colonisation française au Cameroun. On fait un petit jeu de mots en disant que voilà, la France n'aurait pas colonisé le Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment que la colonisation allemande a été plus froide, je peux le dire comme ça, que la colonisation française? La colonisation allemande et colonisation française a été plus. Est-ce que vous pensez qu'elle a été plus froide, plus crue, plus vigoureuse par rapport à la colonisation française? C'est lié, c'est vrai, la cruauté du système colonial allemand, ça a été avéré, les travaux l'ont démontré. Mais c'était sur le plan des infrastructures. Okay. Il y a beaucoup plus d'infrastructures des Allemands ici que des infrastructures de la France ici. Mais ça s'explique. La France n'a pas beaucoup investi au Cameroun. Regarde par exemple la Côte d'Ivoire. La quasi-totalité des trucs qui sont là-bas, c'est la France. Et je vais dire, même avant la colonisation, même avant la décolonisation, c'est-à-dire que c'est parce que nous n'étions pas une colonie de la France. Donc, elle administrait le Cameroun sous tutelle de l'ONU. Donc, il y avait un patron sur la tête de la France qui surveillait ce qui se passait. Donc, elle ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait au Cameroun, même comme cela a été le cas. Mais ça, c'est lié à des trucs, d'autres paramètres qu'on peut expliquer. Donc, c'est ça qui explique pourquoi le système colonial allemand a été d'une cruauté. Richard Zeuve le dit d'ailleurs d'une cruauté exceptionnelle. Mais sur le plan maintenant des profits, des avantages, il y a beaucoup d'édifices ici qui sont des trucs des Allemands, beaucoup. On n'en trouve pas beaucoup pour la France. Il n'y a pas beaucoup. Ça a été démontré scientifiquement. Ce n'est pas une affaire de jugement, je ne suis pas pour Français ou contre les Allemands, moi je donne les faits. Ça, c'est ce que les études ont démontré. Mais cette cruauté aussi a été liée à la nature des Allemands. Les Allemands sont, de l'époque, c'était des gens très bruts, même jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'était des gens très forts. On leur attribue cette personnalité. Tout à fait. Et il fallait ça pour avoir les infrastructures qu'on a eues. Je ne justifie pas les brutalités qu'il y a eu. Mais je dis que sur le plan on peut tirer profit aussi de ce qu'on a obtenu de cette cruauté. Et c'est ça aussi le bon côté de la colonisation. Parce que les gens oublient une chose. La colonisation, les gens sont en train de dire qu'on classe ça comme crime contre l'humanité. C'est une possibilité. Mais il y a aussi des choses qui ont profité à l'Afrique. Mais pas profité volontairement. Et voilà un détail qui est précis. C'est-à-dire, par exemple, quoi? Pour instituer et mieux faire fonctionner le système colonial, il fallait un certain nombre de choses, les infrastructures, les routes, pour exploiter les ressources et les transporter dans la métropole. Pour exploiter le territoire, il fallait les routes. Donc, c'était des choses qui s'imposaient. Et voilà pourquoi les colons ont construit, l'administration coloniale a construit tous ces trucs-là. Donc, c'était à leur profit. Maintenant, ça nous profite aussi. Pourquoi maintenant? Parce que lorsqu'on s'approprie le pays, on a déjà un certain nombre de choses qui sont là. Ouais. Donc, on peut dire que c'est des avantages non désirés. Voilà. Parce que quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, vous le faites volontairement. Vous dites, tout le monde voit objectivement que c'est pour ton bien qu'on le fait. Comme quand vous éduquez votre enfant. Vous l'agissez pour son bien. Effectivement. Voilà. Par exemple, si je viens là, je vous battre avec un bâton, le bâton tombe. Vous prenez le bâton, vous me frappez avec. Ouais. C'est pas votre bâton, c'est mon bâton. Je voulais vous frapper avec. C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre les avantages de la colonisation. C'est pas des avantages voulus par le colon. Parce que le système colonial cherche toujours à maintenir une certaine inégalité entre le colonisateur et le colonisé. Toujours maintenir une inégalité. Ils doivent toujours être devant par rapport à nous. Il est hors de question que le colonisé atteigne. Jusqu'aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça. Quand les grandes puissances sont devant, elles font tout pour que donner moins de chances. Voilà. Parti même exprès à tuer tout ce qui peut contribuer à leur essor. Exprès, je dis. Vous voyez comment le monde se passe aujourd'hui. Vous voyez tout ce qui se passe. Le monde est en train de révéler sa vraie nature. Un monde qui n'est que jungle, où les plus forts écrasent les petits. C'est exactement ce qui se passe. D'accord. Revenons à Douala Mangabel. Est-ce qu'il avait entamé une démarche de revendication
revendications, n'est-ce pas, des terres camerounaises? Bien sûr, bien sûr. Non, c'était les terres des Douala. Oui. C'était pas les terres des autres territoires. Ok. C'était les terres des Douala. Il a procédé par la lutte, il a fait un mouvement de résistance, et il a respecté la procédure de lutte. Parce que quand vous avez un problème avec l'administration, ne commencez pas directement à aller dans la rue, non, vous saisissez d'abord l'administration par écrit, vous posez le problème, et l'administration a l'obligation d'apporter une suite. Si le problème est sérieux, voilà, de trouver une solution. Il a fait, on a répondu. Parce que quand, par exemple, quand Douala Mangabé invoquait le traité Germano-Douala comme base de sa revendication, puisqu'il y avait des restrictions qui interdisaient qu'on chasse les gens de leur terre, les Allemands disaient le traité Germano-Douala donnait à l'Allemand le Right of Government, c'est-à-dire le droit d'administrer. Donc le traité Germano-Douala n'était qu'un prétexte pour prendre possession du territoire et faire ce qu'ils voulaient. Voilà. Puisque dans ce traité, les chefs Douala reconnaissent que nous cédons nos pouvoirs d'administration et de gestion sur le territoire à la maison Voerman. Voilà aussi un détail qu'il faut préciser parce que le traité Germano-Douala est signé avec des commerçants, 2 commerçants de la firme commerciale, les Voerman. Tout à fait. C'est après qu'ils transmettent ça au pouvoir allemand. Ça devient maintenant le Schutzgebiet, pays protégé. Donc, le Cameroun n'était pas une colonie d'Allemagne, non. C'était un pays protégé, protectorat. Okay. Un protectorat est un territoire soumis à l'administration d'une puissance, surtout sur le plan sécuritaire. Parce que ce territoire n'a pas la force militaire pour se protéger lui-même des différentes insécurités qui existent, à la fois internes et externes. Et c'est ce qu'on vivait à Douala. Voilà comment ils ont donc sollicité le protectorat. Ils ont d'abord écrit aux Anglais, plusieurs fois, plusieurs lettres pour leur demander de venir coloniser. C'était même pas que. Avec les Allemands, ils ont mis certaines restrictions. Si les Anglais étaient venus, ça aurait été une colonie exactement au sens propre du mot. Mais avec les Anglais, puisqu'il y avait une compétition, les Douala ont été quand même un peu intelligents. Ils ont joué des rivalités, des rivalités entre les Anglais et les Allemands. Ils ont dit aux Allemands, voilà, si vous ne signez pas, on va donner aux Anglais. Hein. Voilà, les Anglais sont là, ils sont en train de venir. Ouais. Voilà. Vous connaissez le terme de tous les consuls. Voilà. Maintenant, quand les Anglais comprennent que les Allemands veulent y venir, voilà, c'est là que maintenant qu'ils veulent venir s'intéresser à cette proposition que les chefs de l'Allemagne ont fait depuis. Et c'était trop tard. Ils avaient déjà signé. Et ils ont pu obtenir ces restrictions-là. C'était à cause de ce rapport de force. Oui. Parce que les Allemands savaient que s'ils refusent ces restrictions, voilà, ils vont céder le pays. Et c'est en ça qu'on peut voir leur intelligence et leur forte capacité de négociation aussi, des chefs Douala. D'accord. Est-ce que Sa Majesté, puisque c'est un chef, se faisait aider dans cette démarche de revendication? Quand je dis se faisait aider, est-ce que la localité l'accompagnait? Oui, c'était les chefs. C'était pas. Je savais que Douala Mangabé était un des chefs Douala. Il y avait beaucoup d'autres chefs, des chefs des autres cantons. Tous étaient d'accord, ils s'unissaient. Même des Blancs ont aidé Douala Mangabé, des Blancs, et qui ont eu des problèmes avec les Allemands. Quand les Allemands sentaient que l'administration coloniale sentait que vous avez aidé les Douala Mangabé en quoi que ce soit, vous avez des problèmes. Hein. Vous avez des problèmes. Donc, Ngosodine, on l'arrête et on le juge. C'était pour avoir participé, pour avoir quitté le pays sans l'accord de l'autorité allemande, pour aller défendre le projet de contestation de la politique de déguerpissement qui se passait à Douala. Donc, il avait le soutien. C'était pas comme ils avaient un soutien. Mais ce qui leur fait perdre, c'est... comme je peux dire, c'était parce que l'Allemagne, c'était l'autorité administrative. Ils pouvaient vous arrêter n'importe comment. Ils ne pouvaient rien faire. Ouais. Ils ne pouvaient rien faire. On l'a arrêté et puis on l'a jugé pour haute trahison. Pour trahison, pour avoir trahi le Reich. Et pendant le procès, c'est surtout intéressant qu'il faut savoir, il a dit qu'il est non coupable, il ne reconnaît pas avoir trahi l'Allemagne et l'empereur. Ouais. Il dit qu'il a simplement voulu que les Camerounais et les Douala vivent dans la dignité, dans leur dignité, qu'on les respecte, le respect des peuples. Il a demandé aux juges, est-ce que vous accepterez que les Anglais viennent chez eux leur dire ce qu'ils doivent faire dans leur pays? Voilà, c'est ça la colonisation. Il a dit c'est ça qu'il a voulu. Mais et si c'est en ça qu'on l'accuse, il dit donc qu'il est coupable. Et si c'était à refaire, il le referait. C'est un homme très courageux. Autre chose,
Quand on finit son jugement, on prononce la sentence. D'abord, c'était un procès, c'était une parodie de procès. Et où il n'y avait ni avocat, ni témoin, seulement le juge et les accusés, c'est tout. Ouais. Donc, ça a été... On a prononcé le réquisitoire, malgré quoi qu'ils aient fait, Mangabé s'est défendu n'importe comment. Le verdict a été connu. Et Ngosodine va le dire pendant le procès. Il dit que je parle ou que je ne parle pas, ça ne change rien. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Faites ce que vous avez à faire. Voilà. Donc, c'était un procès. Et on va demander à Douala Mangabel d'aller dire au revoir quand on a prononcé la sentence. C'était un procès expéditif, puisque la Seconde Guerre mondiale avait commencé en Europe le 1er août 1914. Ils ont fait un procès précipité. De 17h à 21h, à 21h, le prononcer la sentence. Et on l'a demandé d'aller chez lui dire au revoir à sa famille. On l'a laissé seul, sans escorte. C'est une forme de respect aussi. Et en route, un de ses aides de camp lui a proposé un jour, qu'on appelle un jour, lui a dit un plan d'évasion. Il a préparé un plan d'évasion pour fuir. Douala Mangabé a refusé. Okay. Mais sur le plan de la lutte, c'est une erreur parce qu'il aurait dû partir. Il y a beaucoup d'autres leaders africains qui ont aussi commis cette erreur. Lumumba a aussi commis cette erreur parce que Lumumba, quand il fuyait, lui au moins avait décidé de fuir. Mais au moment où il traversait le fleuve, les soldats attrapent sa femme. On la brutalise. Il rentre, il quitte encore la rivière, il revient sur la côte pour séparer, parce qu'on est en train de dernier sa femme. Et voilà comment les troupes de Mobutu arrivent et l'arrêtent finalement. Donc à cause de sa femme, on l'arrête. Okay. Donc, or, quand vous êtes un leader d'une lutte, votre mort ne sert pas à la lutte. Vous devez être vivant, même si vous êtes en prison. Tout fait pour éviter qu'on vous attrape et qu'on vous exécute. Mais il a fait, mais tout au moins, il a pu protéger sa famille. Parce qu'il disait que s'il fuit, les Allemands vont s'acharner sur sa famille, ils vont tuer les gens, disant que c'est vous qui avez comploté pour qu'ils partent. Et c'est vrai, c'est ce qu'ils allaient faire. Puisqu'ils ont tué même des gens qui n'avaient rien à voir avec... beaucoup de chefs ont été exécutés, tout ça. C'était dans un acharnement terrible. C'est un peu ça. En tout cas. Dernière question, Etienne Seynou. Est-ce que vous avez le sentiment que ce combat perdu jusqu'à nos jours, est-ce que vous avez le sentiment que la lutte de Douala Mangabel est toujours d'actualité? Je veux dire, le déguerpissement, ce n'est pas fini. Ouais. Et quand il y a eu l'affaire des Dikolo, les chefs de Douala ont appelé l'âme de Douala Mangabel. Que vient nous sauver ici, voici, on est en train de revivre ce que vous avez vécu à votre époque. C'est encore un truc d'actualité. Mais sauf qu'on n'est plus dans le monde, on n'est plus dans la colonisation. Mais on a un État. Et c'est pour ça que je vous tout à l'heure que ce que l'État fait peut se comprendre. C'est vrai qu'il y a certaines autorités administratives qui le font pour les intérêts personnels. Par exemple, si un responsable d'une entreprise veut ouvrir sa structure quelque part, il va avoir une autorité administrative, système de corruption et tout, il permet de... Alors que, il faut que, pour qu'on déguerpisse les populations, il faut que l'intérêt public soit démontré. Là même le texte, le règlement, la loi sur le foncier le démontre. Lorsqu'un endroit est trouvé a un intérêt public, par exemple, on découvre une richesse, c'est des cas d'utilité publique et on déguerpit les populations. Ça existe dans tous les pays, c'est pas seulement ici. Sauf que maintenant, il y a des gens qui vont avoir des intérêts personnels. C'est-à-dire que ce qu'ils gagnent là, c'est que ça va profiter seulement à un particulier, par exemple. Ça va profiter à TTP. Voilà comment on va... un administrateur va venir, parce qu'on lui a donné ça ou ça, il va vendre l'endroit, il va faire son de trafic, tout ça qui existe. Et parfois aussi, ce qui fait le plus mal de nos jours, c'est même pas trop qu'on déguerpit, c'est qu'on ne dédommage pas. Ouais. Je ne dis pas qu'on ne dédommage pas toujours, il y a des dédommagements, mais il y a des cas où on ne dédommage pas. Ça existe, des cas où on ne dédommage pas les populations de guépis. Or, ce n'est que normal, ce n'est que, je peux dire, évident. Quand on vous demande de quitter un endroit, on doit vous donner un autre endroit où aller rester. Les Allemands avaient donné pour les Douala, mais ils disaient non, on ne peut pas rester là-bas. C'est loin de notre localité. New Bel est loin de Bonanjo. Oui, c'est pas un lieu propice à leur épanouissement. Alors, ils vivaient là, ils étaient venus s'installer parce qu'ils ont trouvé un endroit bien pour eux, au bord de la mer. Ça leur facilitait la tâche pour aller faire la pêche,
pour aller faire les... Voilà. Vous savez que les Douars, c'est un peu de l'eau. Tout à fait. Ils ont beaucoup de pratiques qui font sous l'eau. Jusqu'aujourd'hui, ils le font. Tout à fait. Donc, la lutte de Mangabel reste en partie d'actualité. Pourquoi? Parce que les déguerpissements existent toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'est plus sur le système colonial. Et deuxièmement, il y a une politique de dédommagement qui suit lorsqu'on fait des déguerpissements, même si parfois aussi, ce n'est pas toujours le cas. Ou parfois, lorsqu'on dédommage, c'est des montants assez ridicules. Voilà, qu'il y a un terrain peut-être qu'il a acheté à plusieurs millions, on va le dédommager, on va donner 15 000 par exemple. Vous voyez, il y a des montants comme ça, j'ai vu des choses comme ça là. Donc, c'est un combat d'actualité, mais dans un pays qui est devenu indépendant. Voilà, et comme il y a un État qui administre ce territoire, ce problème va toujours se poser. D'accord. Merci beaucoup, Etienne Senou, d'avoir répondu à nos questions. Ok, c'est moi qui vous remercie. Fidèles téléspectateurs de Wafrika TV, apprenons l'histoire de nos héros dans nos écrits et vivons-les au quotidien. Disons-nous à très bientôt sur Wafrika TV.